et reprendre avec ces sortes de questionnaires ou principes d'analyse que j'ai essayé de mentionner dans cette première partie. La suite donc de ce cours serait justement donc de prendre la position des traducteurs, puisque le livre de Castiglione est immédiatement visible, présent, et les traductions sont attendues. Alors, je ne sais pas jusqu'où je pourrais mener aujourd'hui l'analyse, mais il y a trois langues fondamentales qui traduisent le plus vite Castiglione, c'est le castillan, le français et l'anglais. Et comme je le disais, ça s'insère dans une perspective où il me paraît que l'histoire des traductions est un domaine important, beaucoup travaillé, et qu'on peut travailler évidemment à plusieurs échelles. On peut travailler à l'échelle de qu'est-ce qui est traduit d'une langue dans une autre. Donc ici, il y a une échelle assez globale de quel genre de texte, avec quel décalage chronologique, quelle préférence pour tel ou tel genre. Et on peut le faire sur une échelle beaucoup plus réduite, comme je vais le faire ici, c'est-à-dire sur un passage, un paragraphe, un mot. Et c'était un exercice que j'avais déjà proposé ici dans l'étude de la transformation du texte de Baltasar Gracián, Oraculo Manual y Arte de Prudencia, en l'homme de cour. On n'en sort pas des cours de Amelot de Lausset, sa traduction à la fin du XVIIe siècle. Alors aujourd'hui, la première traduction qui apparaît, et qui apparaît très tôt, c'est la traduction en espagnol qui est publiée en 1534 à Barcelone. Et vous voyez immédiatement, après la première séquence d'éditions italiennes que j'ai mentionnées, les 11 éditions entre 1528 et 1533. Cette édition apparaît chez un libraire éditeur qui s'appelle Pedro Mompezat, M-O-M-P-E-Z-A-T, en 1534, avec le titre suivant. Je vais citer les choses en espagnol et je les traduirai ensuite. Los cuatro libros del cortesano, compuestos en italiano por el conde Baltasar Castellón, y agora nuevamente traducidos en lengua castellana por Boscan. Donc, tout le monde peut comprendre. Et aujourd'hui, ahora maintenant, mais formule ancienne, agora, nouvellement traduit en langue castillane par Boscan et composé en italien. Ce qui est important, enfin intéressant, ce serait de voir qu'à cette période-là, il y a comme une équivalence entre italiano et toscano, à cause du fait qu'il y a cette volonté de toscaniser des textes qui ont été écrits dans des italiens différents de la langue de Florence, et que l'équivalence existe presque immédiatement entre le castillan et l'espagnol. La page de titre de ce livre est largement occupée par les armes de Charles Quint, avec sa devise Plus Ultra, qui était une devise de la chevalerie traditionnelle et qui était devenue chargée d'un sens nouveau à partir du moment de la découverte de l'Amérique, puisque Plus Ultra, c'était au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du bassin méditerranéen, le fait que cet empereur régnait aussi sur des territoires qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et ces armes du roi se lient avec un privilège pour 10 ans donné à l'imprimeur-éditeur Pedro Mompezat. Privilège voulant dire, comme vous le savez, dans ce temps-là, le fait que personne dans le territoire de la souveraineté qui donne le privilège n'a le droit de publier le même texte. Donc c'est une forme de monopole qui est établie sur la publication et la circulation d'un texte. Et le livre est publié en caractère gothique. Alors suivant mon propre conseil, j'ai lu avec attention les préliminaires, c'est-à-dire tous les textes qui sont avant le texte de Boscan traduisant Castiglione, et que l'on retrouve souvent, mais pas toujours, dans les éditions modernes.
C'est un autre point qui rend un peu difficile ce que je suggérais comme type de lecture, c'est le fait que très souvent les éditions modernes d'un texte ont supprimé ce qui leur paraissait des pièces inutiles qui avaient à voir avec l'octroi des privilèges, les permissions ou les licences d'imprimer. Et très souvent, on a gardé de ces pièces qui ouvraient le livre avant d'arriver à l'œuvre seulement celles qu'on attribuait à l'auteur, puisque là, le paradigme de l'auteur, l'homme et l'œuvre, l'auteur et l'œuvre, faisait qu'on pouvait ou on devait garder ces textes. Mais les autres paraissaient sans intérêt. Or, en fait, ils ont un très grand intérêt. Dans le cas du texte espagnol du courtisan, ma critique ne porte pas parce que l'édition de poche de Alianza Editorial a gardé les 3 préliminaires, y compris le privilège. Dans le privilège, d'ailleurs, on dit le livre a été traduit du toscan en romance castellano, en langue romane castillane. Et il est attribué à Boscan, qui était présenté ici, Juan Boscan, présenté, B-O-S-C-A-N, avec un accent sur le A, qui était présenté comme un criado de notre maison, puisque le texte est signé de l'empereur Charles Quint. Et criado, ça veut dire serviteur, ça veut dire qu'il a été au service de la maison royale, d'abord avec Ferdinand le catholique, puis avec Charles Ier, devenu après 1517 Charles Quint, empereur et en même temps roi de Castille et d'Aragon. Et Boscan est un autre poète qui naît peut-être en 1492, on ne sait pas, est mort en 1542. Et le texte du privilège est suivi par 2 dédicaces à une dame qui est la Magnifica Señora Doña Jerónimo Palova de Almogávar, presque Almodóvar, et qui est une femme de l'aristocratie, membre de la famille de Boscan. Son titre exact est donc Magnifica Señora, dame magnifique, Doña Jerónima Palova de Almogávar. Et il y a 2 dédicaces qui lui sont adressées, l'une par Boscan lui-même, qui est le traducteur désigné du livre, et l'autre par son ami, un autre poète important de ce temps, Garcilaso de la Vega, puisque Boscan et Garcilaso de la Vega s'étaient connus dans le service de Charles Quint, y compris dans des expéditions militaires, et tous les 2 ont voyagé ou séjourné en Italie. Garcilaso de la Vega s'est retrouvé comme à la cour du vice-roi de Naples et il est revenu à Barcelone en 1533 où il a rencontré son ami Boscan et il avait dans ses bagages le livre de Castiglione. Et c'est comme ça que Boscan commence sa dédicace en disant qu'un livre lui a été apporté no a muchos días, il n'y a pas beaucoup de jours, par Garcilaso de la Vega. Et c'est cela l'intérêt qui a été créé pour le texte de Castiglione, donc très peu de temps, 5 ans après la publication à Venise. Et le cas de la relation entre Juan Boscan et Garcilaso de la Vega est intéressant puisqu'il renverrait à cette question du livre et l'œuvre ou à la question de l'individualité de l'auteur par rapport à des formes de collaboration, puisque les œuvres de l'un et l'autre sont publiées en 1543 à Barcelone sous le titre Les œuvres de Boscan et quelques-unes de Garcilaso de la Vega. Donc sous le nom de Boscan, on trouve des textes de Garcilaso de la Vega. Et la même année, 1543, on trouve à Anvers une édition qui se présente comme Les œuvres de Garcilaso de la Vega avec les textes de Boscan. On voit donc qu'il y a là un temps dans lequel l'individualisation, la singularité de l'auteur autonome, différent, n'est pas marquée. Et que dans le même livre, on peut trouver il y a des œuvres de l'un et l'autre, quel que soit le nom qui apparaît sur la page de titre, le nom de l'un ou de l'autre. Et dans son récit de publication, Boscan
continue en disant que ce livre pourra être profitable, de très bon goût, nécessaire pour ses lecteurs. Cela participe d'ailleurs d'un programme, toujours le thème de la traduction, d'un programme, on pourrait dire poétique et intellectuel qui liait Boscan et Garcilaso de la Vega, c'est-à-dire d'introduire en Espagne à la fois la poétique et les formes poétiques italiennes et aussi des modèles de comportement que l'on pouvait trouver exprimés dans leur plus grande grâce dans le livre de Castiglione. Mais, autre thème commun, il exprime ses réticences, les réticences qui étaient les siennes devant la traduction. Et ça, c'est un thème extrêmement intéressant parce qu'il dit que de mettre en romance renvoie à la langue vulgaire. Romancer, c'est aussi évidemment, comme vous le savez sans doute, la désignation d'une forme poétique médiévale et moderne, mais dans les utilisations du XVIe, XVIIe siècle, comme le dit le dictionnaire que l'on peut utiliser lorsqu'on veut entrer dans la langue espagnole ancienne, qui est le dictionnaire de Covarrubias, un dictionnaire publié en 1611, qui existe dans de nombreuses rééditions facsimilées ou consultables sur Internet. Lorsqu'il définit le mot romancé, il le dit comme nom générique à la langue toscane, française et espagnole, qui se sont dérivées mais écartées de la langue latine. Et donc, Boscan dit que de traduire d'une de ces langues à une autre est un exercice qui est d'une basse inutilité, una vanidad baja, et qui est digne d'hommes de peu de lettres, pocas letras. Et c'est le statut inférieur, méprisé, de la traduction qui est là présent, lorsque la traduction n'est pas une traduction qui va passer du latin ou du grec dans une des langues romanes, mais lorsque l'on va passer d'une de ces langues à une autre. Et il a ce mot, il n'y a rien de plus éloigné de ce qui est traduit que sa traduction. Donc non seulement c'est un exercice vain, inutile, non seulement il est digne d'hommes de peu de lettres, mais en même temps, il est très souvent entaché de la plus grande inexactitude. Et donc cette réticence par rapport à la traduction du toscan au castillan, de l'italien à l'espagnol, n'est levée que parce que la magnifique dame Jeronima Palova a demandé que le livre soit traduit. Et Boscan l'a accepté parce que ce livre, dit-il, est tout à fait adéquat à un public qui n'est ni masculin ni féminin. Et la manière dont il présente les sciences, les savoirs et la grâce ou l'élégance nécessaires aux exercices peut concerner le public. D'ailleurs, le livre 3 est sur la Dame du Palais et le livre 1 et 2 sur le parfait courtisan. Et il y a une deuxième épître dédicatoire qui, cette fois-ci, est de Garcilaso de la Vega, qui fait retour lui aussi sur la traduction et qui, avec subtilité, va la louer de la même manière que doivent être louées les qualités du courtisan dans le livre, puisqu'il dit que dans la traduction, Boscan a essayé de fuir l'affectation. Et vous vous souvenez que c'est la première définition de comment on peut exercer la grâce ou pratiquer la grâce, c'est de fuir l'affectation. Et d'ailleurs, dans sa propre dédicace, Garcilaso de la Vega revient sur cette question de la collaboration et pratiquement s'introduit dans la traduction comme si elle n'était pas seulement l'œuvre de Boscan, mais aussi une œuvre qu'ils ont menée ensemble, et que toujours les arguments pour justifier les publications, ils l'ont fait publier parce qu'ils craignaient qu'elle soit devancée par une traduction fautive, erronée.
toujours ce mécanisme. On avait vu que Castiglione l'utilise aussi pour justifier l'envoi de son manuscrit à Manus à Venise en disant que comme son texte circule dans une forme manuscrite et que cette copie a été copiée, il y a toujours le risque de voir un état imparfait du texte être porté chez l'imprimeur. Alors on en arrive au moment clé, c'est-à-dire de cette apparition dans le texte de Sprezzatura. Dans l'édition de 1534 espagnole, elle apparaît au chapitre 5, parce qu'à la différence des éditions italiennes qui étaient comme une continuité de chaque livre, ici, dans la troisième édition de 1540 en espagnol, donc pas dans la première de 1534, ont été introduites des divisions en assez longs chapitres à partir de leur unité thématique. Et donc les éditeurs modernes, comme celui de cette édition, ont repris cette division en chapitres, mais qui ne correspond pas aux divisions beaucoup plus nombreuses qui existent dans les éditions italiennes ou françaises modernes. Alors, ce qui est à traduire, c'est, je vais quand même le relire pour que vous l'ayez dans l'oreille, je trouve qu'il est une règle très universelle, c'est celle-ci: il faut fuir autant qu'il est possible comme un écueil très acéré et dangereux l'affectation, et pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine sprezzatura qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. Alors lorsqu'il est confronté à ce passage, non pas dans le français que je viens de lire, mais dans l'italien, mais là le passage est très proche de l'italien, on y retrouverait fuggire, l'affettazione, per dir forse una nuova parola, senza fatica, sans ce qui a été là traduit par sans effort ou sans peine. Tout cela se trouve très près dans l'italien et dans le français, de l'un de l'autre. Et Boscan, face à cette Boscan ou Garcilaso de la Vega, face à cela, vont rencontrer une difficulté, mais qui n'est pas celle que l'on attend. Alors je lis d'abord le passage en espagnol, donc il dit qu'il a une règle très générale. Et quelle est cette règle très générale? Es huir cuanto sea posible el vicio que de los latinos he llamado afectación. Nosotros, aunque en esto no tenemos vocablo propio, podremos llamarle curiosidad o demasiada diligencia y codicia de parecer mejor que todos. Et il va plus loin, et il traduit du coup sprezzatura: il faut user en toda cosa un cierto desprecio o descuido con el cual se encumbra el arte y se muestra que todo lo que se hace y se dice se viene hecho de suyo sin fatiga y casi sin haberlo pensado. Ce qui m'a surpris, je ne l'avais jamais noté, c'est que le fait de la difficulté pour Boscan et pour l'espagnol, ce n'est pas sprezzatura, qu'il va traduire immédiatement, desprecio, descuido, je vais revenir sur ces mots, mais c'est affectation qui lui pose problème, disant que dans le cas de l'affectation, il y a une difficulté pour la langue castillane du temps. C'est une inversion de tout ce que l'on dit ou de tout ce que l'on va voir dans d'autres langues où affectation ne pose pas un problème particulier, mais où le problème, c'est sprezzatura. Dans l'espagnol, c'est tout le contraire. Alors, il va directement pour la traduction de sprezzatura avec ces deux mots, desprecio, descuido. Et il est au plus près, ici, de l'italien, et il ne dit pas d'ailleurs qu'il s'agit d'un mot nouveau, puisque desprecio ou descuido appartiennent à la langue espagnole. C'est être très près de ce que je disais, de disprezzare, de déprécier, despreciar en espagnol, ne pas donner d'estime, ne pas donner de prix, ne pas donner de valeur, ne pas donner d'attention. Donc il utilise des verbes espagnols comme despreciar ou descuidar, qui ont la même structure que sprezzare.
puisque c'est une abréviation de disprezzare. Et donc, du coup, il traduit directement avec cette idée le fait de ne pas estimer. Et s'il met un doublet avec descuido, c'est l'inverse du verbe cuidar, qui veut dire penser à quelque chose, porter attention, mettre du soin. Et donc, descuidar, descuido, c'est l'oubli, la négligence, le contraire du soin. Et dans le dictionnaire de Covarrubias, vous trouvez descuidado, celui qui ne fait pas attention à une chose qui lui arrive soudainement, qui ne porte pas attention à ce qui survient. Donc pour Boscan, dans une sorte de continuité, qu'on pourrait dire à la fois philologique et sémantique, il n'y a pas de difficulté particulière à traduire sprezzatura en reprenant les mots qui correspondent exactement à la même construction, cuido, descuidar, ou apreciar, despreciar. Mais en revanche, ce qui lui fait problème, c'est affettazione, affectation. Et vous le voyez, alors, juste un mot sur cette première opération commune à l'italien de Castiglione et à l'espagnol de Boscan. C'est une opération qui vise à donner une valeur positive à un mot qui, traditionnellement, dans son sens le plus commun, a une valeur négative. Là, le descuido, le desprecio sont l'inattention, la négligence, le manque de soin. Donc, quelque chose qui serait le contraire d'un verbe positif, cuidar, faire attention. Et l'opération linguistique, on pourrait dire, de la traduction, c'est de transformer en une qualité, en une valeur positive, ce que la langue commune considérerait comme quelque chose de négatif. Et donc, du coup, on introduit ici, dans cet élément le plus fondamental du texte, quelque chose de la singularité aristocratique ou de la pratique de cour, qui va jusqu'à inverser dans leur valeur les termes. Et c'était évidemment la même chose avec sprezzatura, puisque c'était construit sur un verbe qui était le fait de ne pas estimer et de tenir pour rien, alors que dans le contexte de cet emploi, c'était quelque chose qui était critiquable, blâmable, et devient renversé par l'écriture du courtisan en italien et ensuite en espagnol comme une qualité suprême, puisque c'est celle qui donne la grâce. Donc voilà cette opération, transformer du négatif en positif, inverser le contenu sémantique du mot, et donc du coup, dans un certain sens, exercer dans la langue cette sprezzatura, cette négligence qui caractérise les verbes qui sont là employés. Alors la difficulté qui surprend un peu, c'est celle de affettation. Et il dit, premièrement, il renvoie au latin, c'est ce défaut que les latins, que chez les latins, ça veut dire dans la langue latine, chez les romains, est appelé affettation, comme si lui introduisait un mot nouveau en espagnol, qui serait une sorte d'hispagnollisation d'un terme latin. Il continue en disant « Dans notre propre langue, nous n'avons pas un vocable qui lui corresponde. » Et donc, du coup, il va inventer 3 formes d'équivalent pour ce mot qui nous paraît simple, qui nous paraît évident, qui pour d'autres traducteurs, par exemple français, n'a fait aucune difficulté, mais qui pour Boscan Garcilaso pose problème. Et il va lui donner un synonyme qui là aussi est surprenant et qui va peut-être inspirer d'autres analyses de mots durant ce cours, curiosidad. Traiter une chose. Alors, curiosidad est évidemment curieux,
puisque si on prend par exemple le Covarrubias, on voit que la curiosité, c'est traiter une chose avec une attention particulière, avec une investigation attentive, et je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais dérivant étymologiquement curiosidad cur, en latin pourquoi, le curieux c'est celui qui demande constamment pourquoi les choses sont comme elles sont. Et c'est un exemple donné par Covarrubias. Et on voit donc que dans le mot curiosidad s'introduit une ambivalence, puisque cette attention, cette insistance peuvent être au service d'une volonté de connaissance, tout à fait légitime, mais aussi ont pu être considérées en rapport avec la tradition chrétienne comme un désir présomptueux de savoir, comme la volonté de savoir ce qui sont des domaines réservés ou prohibés aux profanes. Donc curiosité a toujours eu cette ambivalence, mais dans le Covarrubias, donc dans la langue espagnole, il n'y a pas une connotation négative qui l'emporte nettement sur un sens positif. Alors que, ici, curiosité est employée comme ce qu'il faut fuir, comme équivalent de affettazione dans le texte de Castiglione. Ensuite, il trouve un second équivalent pour cette affettazione qui, selon lui, n'existe pas dans la langue, c'est demasiada diligencia. Diligencia est aussi un mot positif. C'est le soin, la promptitude, l'attention. Et vous avez rappelé les titres des livres du Castiglione en italien, con diligenza corretto, une attention, un soin. Alors, pour faire que ce mot positif devienne négatif, il ajoute demasia, ça veut dire excessive, superflu, et donc, du coup, en excès, le soin devient affectation. Et la dernière formule, codicia de parecer mejor que todos, le désir de paraître mieux, meilleur que tous les autres, c'est là l'équivalent de cupiditas, désir excessif, désir démesuré, désir sans frein. Et effectivement, là, c'est une des formules qui, plus immédiatement, ont un sens négatif, encore que, comme le dit le dictionnaire de Covarrubias, algunas veces, quelquefois, on le prend la codicia, la cupidité, en bonne part, et pour les femmes laborieuses, on peut employer ce mot de codicia dans une connotation tout à fait positive. Et l'on voit que ces trois équivalents créent évidemment une instabilité. Les deux premières retenant ou inventant un sens négatif à ce qui pouvait être considéré comme des qualités profitables, et la dernière employant ce terme de désir excessif, de cupidité dans un sens particulier pour désigner cette affectation des manières et des mœurs. Et on voit en plus la difficulté ou l'intérêt ou l'obsession du traducteur pour ce passage qui, en général, ne fait aucun problème pour d'autres traductions, par exemple en français, parce qu'il ajoute quelque chose qui n'est pas dans le texte de Castiglione en disant esta tacha, cette faute, ce défaut, est celui qui est odieux à tout le monde, et nous devons nous en garder avec toutes nos forces. Et à ce moment-là, il revient à la formule sur le desprecio et descuido. C'est-à-dire qu'il n'a pas traduit l'écueil, mais il a insisté sur le fait que cette affectation que l'on désigne comme curiosité, que l'on désigne comme cupidité, que l'on désigne comme excessive diligence, soin, attention excessive, est le défaut le plus important contre lequel il faut se garder.
Et on voit donc du coup que là, dans ce deuxième moment, on a l'opération inverse de celle que je décrivais. La précédente, c'était de transformer des mots généralement pris dans un sens négatif en une qualité positive. Ici, il s'agit de donner un sens négatif à des mots qui sont soit ambivalents, comme curiosité, soit tout à fait positifs, comme diligence, soin. Et ce type d'étude montre comment les langues aussi peuvent être très mobiles, parce que ce mot affectation, qui paraissait si étrange à Boscan et Garcilaso en 1534, pratiquement un siècle plus tard, et c'est pour ça qu'il faut manier le Covarrubias avec prudence, évidemment, il est de 1611, on est déjà un siècle, presque un siècle plus tard, est devenu un mot tout à fait normal, qui est entré dans le lexique, et dans le sens négatif de l'excès. Covarrubias définit affectar comme désirer ou s'emparer d'une chose avec convoitise, avec avidité, avec acharnement. Apetecer y procurar alguna cosa con ansia y ahínco. Il définit affectation comme el cuidado extraordinario, le soin plus qu'ordinaire, excessif, et demasiada diligencia, pratiquement comme s'il reprenait Boscan, et de manière de celui qui a dans les mots ou dans son apparence ou pour quelque chose que ce soit, manifeste cette attention anormale, plus qu'ordinaire, et d'autre part manifeste ce soin excessif. Et de là, finalement, el afectado, c'est celui qui est affecté par ce défaut, particulièrement dans les manières de parler et de prononcer ce que l'on dit. Plus loin, dans un autre passage du texte auquel j'avais fait allusion dans le premier cours, Castiglione avait construit une opposition terme à terme entre ce qu'il appelait la disgrazia della affettazione, le manque de grâce, l'absence de grâce, la disgrâce de l'affectation, et de l'autre côté, la sprezzata desinvoltura, sprezzato transformé là en adjectif, la sprezzata desinvoltura, la désinvolture aisée du courtisan d'Urbino. Ce qui se trouverait toujours dans ce même passage, mais à la fin, lorsqu'il prend des exemples de ce que c'est la sprezzatura, vous vous rappelez, il prenait l'exemple de ces orateurs grecs qui faisaient mine de ne rien savoir lors de leur discours de façon à ce qu'ils cachaient leur art et d'être plus crédibles auprès de ceux qui les écoutaient. Et d'autre part, il prenait l'exemple d'un des courtisans, Pier Paolo, qui dansait avec peut-être la volonté d'être gracieux, mais qui, par son affectation, ruinait complètement ce dessin. Et il terminait cette observation, non pas Castiglione, mais le comte auquel est dévolue la tâche de faire le portrait du courtisan idéal. Quel est l'œil si aveugle, quel œil est si aveugle qu'il ne voit chez ce personnage, donc le danseur affecté, la disgrâce de l'affectation, disgrazia dell'affettazione, et chez beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ici présents, la grâce de cette sprezzata desinvoltura, car dans les mouvements du corps, on l'appelle volontiers ainsi, qui s'exprime par un mot, par un rire, par un geste, et qui montre que l'on n'attache pas d'importance à ce que l'on fait, et que l'on pense à toute autre chose pour faire croire à celui qui regarde que l'on ne saurait ni ne pourrait se tromper. Donc on avait là à la fois une sorte de croisement entre la disgrâce de l'affectation et la désinvolture de la sprezzatura, et puis on avait ce que je disais, c'est-à-dire le fait que les comportements doivent être étudiés mais donnés comme naturels de façon à faire croire à celui qui regarde qu'ils sont absolument naturels, qu'ils sont faits
sans y penser, et que d'ailleurs ils ne pourraient pas être faits autrement, et tellement ils sont devenus des habitudes ou des conduites incorporées. Et là, le texte que j'ai lu est très proche de l'italien. Et Boscan et Garcilaso vont le rencontrer et vont évidemment se trouver là aussi avec à la fois une proximité et une différence. Dans le passage, il commence, la traduction espagnole commence par la desgracia que trae consigo el cuidado y la gracia que se muestra en el descuido. Donc la disgrâce, le manque de grâce de ce qui est excessivement soigné, qui est fait avec une attention trop lourde, et à l'inverse, la grâce qui vient du descuido. Il a finalement choisi entre desprecio et descuido, avec descuido, la grâce de ce qui est fait sans que l'on y porte attention. Et du coup, on trouve qu'il y a là un synonyme de affectation qui est cuidado, une attention qui est retournée en son contraire par son excès. Et la traduction va introduire, pour traduire sprezzata desinvoltura, va introduire descuidada desinvoltura, tout à fait forgé sur l'italien. Et introduire desinvoltura était là aussi entrer dans un état de la langue qui, on rencontrerait dans Covarrubias, le troisième sens qui est donné de desenvolver est un sens plutôt péjoratif, avec deux équivalents, el atrevimiento, c'est-à-dire que la désinvolture devient pensée comme une hardiesse excessivement téméraire, comme le dessein de faire une chose, comme dit le dictionnaire, sans considérer ce qui pourrait en résulter. On voit donc que la désinvolture en elle-même pourrait être négative, dans la mesure où elle serait cette sorte d'indifférence aux conséquences d'une hardiesse irraisonnée. Et Covarrubias ajoutait d'ailleurs un deuxième équivalent de desinvoltura qui était la demasía, tout ce qui est excessif, tout ce qui est en trop, tout ce qui est superflu, et disait-il plus grave encore, quelquefois elle signifie l'offense, l'impolitesse, l'affront. Y algunas veces significa agravio y descortesía, le manque de politesse, de courtoisie. On voit donc que là, l'opération qu'opère la traduction de Boscan, c'est en arrière-fond un sens négatif de cette desenvoltura lorsqu'elle apparaît comme un excès d'imprudence, un manque d'attention, pour la transformer en quelque chose qui est une qualité nécessaire parce qu'elle est accompagnée, cette desinvoltura, du descuido, la descuidada desinvoltura. Elle est accompagnée de cette grâce qui naît du fait que l'on donne l'impression que l'on n'attache aucun soin, aucune attention, aucune pensée particulière à ce que l'on fait, parce que ce que l'on fait est gracieux dans la mesure où elle est le naturel de l'individu, l'inné. On a ici la transformation en une qualité, grâce à l'adjectif qui a été construit, descuidada, d'un mot qui était chargé de la référence à un possible défaut. On voit donc que ce qui est frappant, c'est le fait de ces inversions de signification et qui me paraissent comme la trace d'une volonté de créer une distance entre les usages communs tels que, avec une certaine distance chronologique, le dictionnaire va les enregistrer, et d'autre part, des usages surprenants, inédits des mots pour en inverser le contenu sémantique et du coup
les donner comme des attributs de ce qui serait la spécificité courtisane. Alors je voudrais, pour terminer peut-être, mais je ne pourrais que commencer cette analyse, dire un mot sur la manière dont les traducteurs français se sont confrontés à ce problème. Je vais le faire de manière synthétique et je reviendrai la semaine prochaine plutôt sur les contextes, les livres, les auteurs, les traducteurs. Mais pour que vous ayez comme une histoire qui se termine tout de même avec quelque chose, c'est-à-dire avec comment la langue française pouvait réagir à cette innovation de la sprezzatura. La traduction française est de 1537, la première, donc assez proche de l'espagnol, 1534. Elle est due à Jacques Collin et elle a été publiée à Lyon. Et la traduction, je lis le passage, la règle très universelle, c'est de fuir le plus que l'on peut, comme une très âpre et périlleuse roche, l'affectation, et pour dire peut-être une parole neuve, de user en toute chose d'une certaine nonchalance qui cache l'artifice et qui montre ce que l'on fait comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser. Donc aucun problème avec affectation, sauf que dans de cette première édition, il y a une faute qui n'a pas été corrigée et on y voit l'affection. Mais clairement, c'était pour l'affectation. Et sprezzatura, nonchalance. Et dans le second passage que j'ai cité, après la description du danseur affecté, il oppose la mauvaise grâce de l'affectation et la bonne grâce en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents de cette nonchalante agilité, car est-ce mouvement du corps, on l'appelle ainsi. Donc la sprezzata disinvoltura, la descuidada desinvoltura, est traduit par nonchalante agilité. Et ce qui est intéressant ici, c'est pour la France, en termes d'instruments, on est un peu plus démunis parce que pour le cas de l'italien, vous vous souvenez, j'avais utilisé le vocabulaire de l'Académie della Crusca, qui est du milieu du XVIe siècle. Pour l'espagnol, on peut, avec la petite prudence nécessaire, considérer que Covarrubias, 1611, enregistre l'état de la langue qui était celle des XVIe et XVIIe siècles. On le verra la semaine prochaine. Pour l'anglais, on a la ressource de l'Oxford English Dictionary qui donne de très nombreux exemples des emplois des mots depuis la langue médiévale. Pour le cas de la France, bien sûr, il y a des dictionnaires étymologiques. La ressource la plus immédiate que l'on peut consulter, c'est le Trésor de la langue française, en accès gratuit et libre dans une forme électronique. Mais si vous l'avez ouvert, vous voyez que l'attention est focalisée sur les 19e et 20e siècles. Tous les exemples d'emploi dans le Trésor de la langue française sont des textes d'auteurs des 19e et 20e siècles, avec une petite mention d'une histoire du mot, mais très brève, avec quelques emplois antérieurs. Bon, ce qui reste de cela, c'est que nonchalance, ou la nonchalante agilité, qui renvoyait à un verbe qui était très rare à l'époque, enfin qui est un verbe rare, mais qui est de l'époque médiévale, nonchaloir, et qui voulait dire mépriser, négliger. Et son usage s'est fixé seulement sur le participe présent, adjectivé, avec nonchalant. Une sorte de négligence, mais rapidement considérée comme une négligence gracieuse, non pas une négligence fautive. Et donc, le premier traducteur, donc Jacques Collin, oppose cette nonchalance à l'affectation, c'est-à-dire un mot plutôt rare qui n'existe que dans cette forme adjectivée et qui renvoie à cette idée de la négligence ambiguë pour lui dans ce contexte gracieuse.
Et il l'oppose à affectation, qui était un mot beaucoup plus fréquent, beaucoup plus utilisé, et qui renvoyait, c'est pour ça sans doute qu'il ne faisait aucun problème pour la traduction en français, à les termes de la rhétorique et de la poétique, c'est-à-dire l'affectation, ce qui est superflu, excessif, outré, ce qui est contraire au naturel. Le texte est traduit une seconde fois, en 1580, près de 4 ans plus tard. Le parfait courtisan, la traduction est de Gabriel Chapuis, personnage intéressant parce qu'un de ces auteurs qui sont en fait fondamentalement des traducteurs, et même s'ils ont des emplois et des charges, font de la traduction quasi une activité professionnalisée. Et là, le passage est traduit avec cette différence légère, mais qui est d'introduire, user en toute chose d'un certain mépris et nonchalance. On voit ici que le terme, il essaye de retrouver l'italien, puisque le mépris serait l'absence de prix, donc la sprezzare, ce qui ne donne pas de valeur. La traduction donne un parallèle avec les efforts à la fois de Castiglione et de la traduction espagnole, que sans doute Chapuis connaissait et avait lu, puisqu'il traduisait aussi des textes espagnols. Et la même manière de construire sprezzare, desprecio, se retrouverait dans mépris par rapport au verbe contre lequel ce mot est construit, mais avec un investissement d'une valeur positive. Donc il traduit par mépris et nonchalance, il garde quelque chose de l'ancienne traduction, mais ajoute ce qui lui paraît sans doute plus près de l'original italien. Et dans le deuxième passage, il oppose la mauvaise grâce de son affectation, celle de Pierre-Paul, le danseur affecté, et il ne reprend pas la formule qui était de Collin de nonchalante agilité, mais seulement. Il lui ajoute une sorte de périphrase, il oppose cette mauvaise grâce de l'affectation à la contenance en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents de cette nonchalante agilité et trépignement, car ces mouvements du corps, on les appelle volontiers ainsi. Alors c'est assez curieux puisqu'il introduit contenance à la place de grâce, mais la contenance, c'est la manière de se tenir, de se comporter, et c'est un mot qui appartient et appartiendra au vocabulaire des traités de civilité. Un des traités du XVIIe siècle, celui d'Antoine Courtin, montre que le défaut en cette matière, c'est la décontenance, quand une attitude, une parole sont désajustées de la circonstance et de la situation dans laquelle elles sont exercées ou proférées. Donc la contenance est l'équivalent de la droite conduite dans une situation particulière. Et dans le cas, par exemple, de cette civilité d'Antoine de Courtin du XVIIe siècle, la décontenance vient lorsque vous employez un registre, par exemple, de discours qui est inadapté à la relation qui vous lie avec celui ou celle à qui vous vous adressez. Et ce qui pourrait être parfaitement convenable dans une relation entre égaux devient inconvenant lorsque les formules sont employées dans une relation d'inférieur à supérieur. Il s'introduit là quelque chose une dimension évidemment qui n'est pas présente chez Castiglione, parce que dans Castiglione, le monde est un monde fermé, c'est le monde de l'aristocratie nobiliaire, c'est le monde de la cour. Et donc, bien sûr, il y a des différences de titres, il y a des différences de rang, mais elles sont effacées, comme je l'avais dit, dans la situation de la conversation. Chacun est égal à l'autre, et elles sont aussi effacées parce qu'elles ne représentent pas le même type d'écart social qui peut exister
par exemple dans les civilités du XVIIe siècle, entre les hommes ou les femmes de la bourgeoisie, du tiers-état, et puis les nobles des différentes noblesses. Donc contenance est ici employé à la place de grâce, et ce qui reste plus curieux, c'est évidemment cette idée de réduire cette nonchalante agilité très strictement à ce qui sont les positions du corps, puisqu'il ajoute trépignement, qui serait simplement frapper du pied dans certaines danses sur le sol, et le faire, là encore, non pas comme le mot l'impliquait le plus généralement, c'est-à-dire avec excès, avec maladresse, mais avec grâce. On peut donc trépigner gracieusement dans le cas de la traduction de Chapuis. Alors, et je termine avec là, ce qui est intéressant, c'est que, à l'inverse de l'édition de poche du texte espagnol, qui est littéralement la reprise de la traduction de Boscan, donc vous lisez dans un livre de poche du XXIe siècle le texte de 1534, la traduction française qu'a choisi Alain Pons est une sorte de mélange entre, comme le dit d'ailleurs tout à fait honnêtement la page de titre et l'avant-propos au lecteur, traduit de l'italien d'après la version de Gabriel Chapuis de 1580. Le d'après Gabriel Chapuis est intéressant parce que jusqu'à maintenant, je m'étais toujours refusé, lorsque je lisais des passages de cette traduction, de traduire sprezzatura, dans la mesure où le traducteur Pons, contemporain, a choisi plus directement un terme qui n'a été repris, sauf par Boscan, par aucune autre langue, qui est celui de désinvolture. Et dans le passage fameux, la fameuse règle, fuir l'affectation, il traduisait, et pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine désinvolture. Et là où il y avait la nonchalante agilité, on trouve dans la traduction désinvolture nonchalante. C'est donc une catégorie extérieure à la fois au texte original, même si désinvolture apparaît dans l'expression sprezzata desinvoltura, mais qui devient pour lui l'équivalent de sprezzatura, et qui lui fait donc traduire désinvolture nonchalante, oublier les trépignements de la traduction, et donc d'être à la fois proche et distant, ce qui rend un peu évidemment nécessaire d'expliciter ce choix de traduction. Donc voilà la trajectoire avec laquelle je vais arrêter aujourd'hui. Je reviendrai la semaine prochaine sur ces deux traductions françaises, parce qu'il y a beaucoup plus à dire que la question de comment a été traduit sprezzatura ou sprezzata desinvoltura, et je continuerai ou terminerai avec les traductions anglaises qui sont tout à fait intéressantes là aussi sur la difficulté et une question supplémentaire qui est un anglais proche de langue romane ou le choix délibéré de termes qui appartenaient à une autre origine de l'anglais sans rapport avec les termes employés par Castiglione, Boscan ou Gabriel Chapuis. Merci.